Dans cette capsule, on va aborder la section 12.7 qui porte sur les transformateurs de courant. On voit déjà une image ici, quelque chose que vous avez probablement déjà vu dans les poteaux électriques d'Hydro-Québec. Les transformateurs, ce sont ces cylindres-là ici. Qu'est-ce que ça fait un transformateur? C'est que, en fait, ça va convertir une tension élevée en une tension plus faible. Ou l'inverse, on peut avoir aussi des transformateurs qui convertissent une tension faible à une tension élevée. Par exemple, ici, la tension des fils d'Hydro-Québec dans le haut du poteau sont environ à 25 000 volts. Alors, les transformateurs qui sont là vont convertir le 25 000 volts en 120 volts, puisque c'est ça qu'on a dans nos maisons, dans les prises de courant. Donc, ça va abaisser la tension. Alors, comment ça marche un transformateur? Ça utilise le principe d'induction. Je donne un exemple. Ici, on a deux bobines, donc deux solénoïdes en fait, qui sont enroulés autour d'un matériau qui est ferromagnétique. Euh, le côté gauche, on va l'appeler le primaire et le côté droit, on va l'appeler le secondaire. Évidemment, ce n'est pas le fait qu'ils sont à gauche ou à droite qui sont primaires et secondaires, mais simplement que le courant arrive d'une source ici à gauche et on va produire ici ensuite une tension différente qu'on va utiliser par la suite. Le primaire, c'est la source originale et le secondaire, ça va être là où on va utiliser notre courant. Vous voyez ici dans la figure qui est là, le nombre d'enroulements est différent. Alors on va appeler N le nombre d'enroulements du solénoïde, NP pour primaire et NS pour secondaire. Alors on a un nombre de tours différents et la FEM ou la tension dans le primaire, donc EP, et ici on va avoir la tension dans le secondaire. Alors ici, pourquoi on utilise un matériau ferromagnétique? C'est qu'en fait, on veut que le flux magnétique soit transféré d'un solénoïde à l'autre. S'il y avait le vide dans les enroulements, à ce moment-là, le champ magnétique se perdrait, c'est-à-dire que cette bobine-là produirait un champ magnétique ici, mais il y en a seulement une toute petite partie qui s'en irait dans l'autre qui est à côté. Tandis qu'en utilisant un matériau magnétique comme ça, mais le champ magnétique va se propager dans l'autre solénoïde. Souvent, même, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de les séparer comme ça, souvent les enroulements vont être imbriqués un dans l'autre comme ça, puis les deux vont être enroulés en fait autour d'un même cœur. Donc à ce moment-là, on va s'assurer que vraiment le flux magnétique qui est généré dans le primaire va être identique à celui qui est envoyé dans le secondaire. Alors justement, on fait l'hypothèse que le flux magnétique qui va se mesurer en Weber, on se rappelle. Alors, le flux magnétique va être égal dans les deux. Donc, on fait l'hypothèse, autrement dit, qu'il n'y a pas de perte de flux magnétique. En réalité, il va certainement y en avoir un petit peu, surtout s'il est construit comme ça, avec une certaine distance entre les deux. Par contre, s'ils sont imbriqués sur un même cœur, il va y avoir beaucoup moins de pertes. Alors, le flux est égal dans les deux. Maintenant, ça veut dire aussi que si on dérive ce flux-là par rapport au temps, évidemment, ça va être égal aussi. Parce que si on a le même flux dans les deux, la variation du flux dans le primaire et dans le secondaire, ça va être la même aussi. Or, on se rappelle de la formule de Faraday qu'on a vue au chapitre 10, celle de la force électromotrice induite. Donc, on a vu que dans une bobine, dans un enroulement, lorsqu'il y avait une variation du flux magnétique, ça allait induire une force électromotrice qu'on peut trouver avec cette formule-ci. Donc, la force électromotrice induite, elle est égale au nombre d'enroulements fois la dérivée du flux dans chacun de ces enroulements-là. Alors maintenant, si j'isole la dérivée du flux dans l'équation, ça donne E sur N. Alors si je l'applique au secondaire, par exemple, donc je vais écrire la formule ici, si je l'applique du côté droit au secondaire, je vais trouver que la force électromotrice induite dans le secondaire sur le nombre de tours du secondaire, ça va être égal à la dérivée qui est là. Donc je peux le remplacer comme ça. Au primaire, je peux faire la même chose aussi. Pourquoi? Parce que le primaire, c'est plutôt la source en fait. Donc, il y a une tension qui est générée, le EP qui est ici, c'est généré par une source. Dans notre cas, dans l'exemple de tout à l'heure, par exemple, c'était la tension qui est générée par Hydro-Québec. Donc, on a cette tension-là qui arrive, sauf qu'en fait, la source en question, elle est connectée au primaire
puis c'est la seule chose qu'il y a dans son circuit. C'est-à-dire ici, imaginez que j'ai une source de courant alternatif, là, le EP qui est ici, c'est branché des deux côtés dans une source de courant alternatif, puis il n'y a absolument rien d'autre dans le circuit que l'enroulement primaire qui est là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'applique les lois de Kirchhoff, je vais avoir que le EP est égal à la tension aux bornes de la bobine. Et la tension aux bornes de la bobine, c'est quoi? Ben, c'est la force électromotrice induite par la variation du flux. Alors, parce que le courant varie, il y a une variation du flux dans la bobine. Alors, ça fait une force contre-électromotrice, en fait, parce qu'elle va s'opposer. Vous vous rappelez que la force électromotrice induite, elle s'oppose toujours à la variation. Donc, autrement dit, la source veut faire varier le courant. La bobine va s'opposer à ça en créant une force contre-électromotrice. Donc, elle est égale à ceci, n fois la dérivée du flux par rapport au temps. Alors, c'est pour ça qu'on peut aussi l'appliquer du côté du primaire. Donc, bref, on se retrouve avec cette formule-là. Et enfin, si on isole la force électromotrice qui est créée au secondaire, on trouve ceci, c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle, on peut dire ça, elle est proportionnelle à la tension au primaire, mais elle est multipliée par le rapport du nombre de tours. Alors, vous voyez que c'est facile de pouvoir changer la tension comme on veut, en fait. Il s'agit juste d'avoir un nombre de tours adéquat. Par exemple, si j'ai, exemple, 100 tours sur le secondaire, puis 10 tours sur le primaire, ben j'ai un rapport de 10. 100 sur 10, ça donne 10. Alors, ça veut dire que la tension va être augmentée, puisque si vous faites secondaire sur primaire, 100 sur 10, ça donne 10. Donc, la tension va être 10 fois plus élevée au secondaire qu'au primaire. Évidemment, on pourrait faire l'inverse si on voulait plutôt abaisser la tension. Alors, il s'agit simplement de contrôler le nombre de tours que l'on a. Pour ce qui est du courant maintenant, donc ici on a parlé de la tension. Pour le courant, on va y aller avec, premièrement, cette formule-ci. J'ai écrit PP égale PS, ça veut dire la puissance au primaire est égale à la puissance au secondaire. Encore une fois, on suppose qu'il n'y a pas de perte du champ magnétique. Donc, l'énergie est conservée. En fait, on suppose que l'énergie est parfaitement conservée. En réalité, je fais une petite parenthèse, en réalité, ça ne sera jamais parfaitement le cas. Entre autres, parce que, comme je disais tantôt, il va y avoir une perte. Le champ magnétique de l'un ne sera pas nécessairement complètement transféré à l'autre. Il y a aussi une petite perte d'énergie qui se fait par formation de chaleur dans le transformateur, c'est-à-dire que le matériau qu'on utilise pour propager le champ magnétique, il va s'échauffer parce que comme le courant il va dans un sens puis ensuite il va dans l'autre, ça va créer comme un aimant qui va vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Donc ça va être un changement d'orientation de l'aimant. Alors ça fait du mouvement dans le métal en question et ça va créer beaucoup de chaleur. Donc il va y avoir une perte un peu par chaleur. D'ailleurs, c'est le principe qu'on utilise dans les fours à induction, par exemple. Pas les fours, mais plutôt les poêles à induction. Vous savez, quand il y a des poêles à induction qui, au lieu de générer de la chaleur, génèrent plutôt une variation du champ magnétique. Donc, on va mettre un poêlon en acier, par exemple, dessus. Et ce poêlon-là, qui est ferromagnétique, va subir les variations du champ magnétique. Donc, ça va créer de la chaleur exactement comme dans un transformateur. Et c'est comme ça que le poêlon va chauffer. Donc, je termine ma parenthèse là-dessus. Ici, on va continuer de supposer que la puissance est la même dans le primaire que dans le secondaire, mais dans un transformateur réel, dans les très bons transformateurs comme ceux qu'utilise Hydro-Québec, on peut avoir jusqu'à 99% de rendement. Donc, la puissance est pas mal égale. Dans certains autres, dans des petites applications qu'on utilise, ça peut être seulement de 75% le rendement. Alors, continuons quand même avec ceci. La puissance électrique, on a vu dans les sections précédentes que la puissance électrique, on pouvait la trouver en faisant la tension efficace fois le courant efficace. Donc ici, j'ai écrit EP et IP, donc tension et courant au primaire, mais je suppose que ce sont les tensions et les courants efficaces que l'on a. J'ai aussi enlevé le facteur de puissance, vous vous rappelez du cos de phi. J'ai supposé qu'il est égal à 1. Ça dépend en fait de ce qu'on va brancher au secondaire. Donc, si on branche une résistance pure versus une bobine ou un condensateur, en fait, ça dépendrait. Ici, j'ai supposé que c'était un circuit purement résistif.
c'est-à-dire que donc le facteur de puissance est égal à 1. Alors, on a ça des deux côtés pour la puissance. Et si on utilise maintenant l'équation qu'on avait trouvée tout à l'heure pour le rapport de ES sur EP, eh bien, on trouve pour le courant au secondaire NP sur NS fois IP. Donc, on a le même rapport qu'on avait ici, sauf que c'est le rapport inverse. Vous remarquez qu'ici, on avait NS sur NP, tandis qu'ici, on a NP sur NS. Et en fait, c'est logique, parce que comme la puissance, c'est la multiplication de la tension fois le courant, bien, si on augmente la tension, il faut absolument diminuer le courant pour une même puissance. Alors, ça veut dire que plus on augmente la tension au secondaire, plus le courant va diminuer, et vice-versa. On a ici un petit montage pour montrer un transformateur. D'abord, il est alimenté avec ça ici, c'est un fil qui vient du secteur, donc c'est la tension d'Hydro-Québec dans le fond. Puis, bon, on a ici un petit fusible, en fait, donc un disjoncteur qui est limité à 15 ampères pour pas trop avoir un gros courant. On a notre interrupteur ici qu'on va appuyer tout à l'heure, puis le transformateur qui est là. Donc, on a, bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir, là. Peut-être ici, c'est un petit peu plus évident. On a nos enroulements qui sont là, autour du cœur de fer, donc pour propager le champ magnétique. Puis ensuite, donc ici, on a 100 tours de fil. Puis du côté qui est ici, on a seulement 2 tours. Vous voyez le gros fil qui est là. Alors, il fait le tour une fois, puis il revient ici. Donc, on a seulement 2 tours. Donc, 100 à 2, on a un rapport de 50. Ça veut dire que la tension va être divisée par un facteur de 50. Mais le courant, lui, va être multiplié par le même facteur, donc va être multiplié par 50. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un très fort courant. Même si on a 15 ampères de limitation ici, on pourra avoir 50 fois plus de l'autre côté ici. Donc, à notre tension, qui est 120 volts divisé par 50, donc ça donne 2,4 volts. Alors, on va avoir 2,4 volts ici. Alors, c'est une toute petite tension, mais par contre, on va la mettre sur une espèce de clou, une barre de métal ici. Donc, il y a une résistance qui est très très faible. Alors, ça va nous donner un courant qui va être très élevé. Donc, j'espère qu'on le voit bien comme ça ici. Alors, on va y aller. Alors, présentement, il y a un fort courant qui circule dans le clou, comme vous voyez. Alors, il a été tellement fort qu'en fait, le clou a fini par fondre. Il s'est scindé. Donc, le courant circule encore ici. Je peux même toucher. Puis... Ah! Non, c'est pas vrai. En fait, il y a juste 2,7 volts. Donc, même si j'y touche, c'est pas comme le clou. Tu peux arrêter. Même si j'y touche, le clou, il y avait une très petite résistance. C'est ça qui fait en sorte que le courant est élevé. Dans mon cas, quand j'y touche, ma résistance est beaucoup plus élevée. Donc, je suis soumis tout simplement à 2,7 volts, 2,4 volts plutôt. Donc, il n'y a presque pas de courant qui va circuler. Alors, vous voyez l'utilité d'un transformateur, comme dans l'exemple précédent. On avait besoin d'un fort courant pour faire fondre notre clou. Bon, évidemment, c'était pour une démonstration, ça ne sert pas à grand-chose de faire fondre un clou. Mais donc, on avait besoin d'un fort courant. Or, on était limité à 15 ampères dans notre circuit électrique. Donc, en utilisant le transformateur comme ça permet d'avoir un courant de plusieurs dizaines, sinon centaines d'ampères dans notre clou. Mais dans le circuit primaire, le courant demeure faible. C'est un petit peu le même principe pour le transport d'électricité. Je l'avais déjà mentionné dans d'autres chapitres. Hydro-Québec transporte son électricité à haute tension à cause de la formule suivante. Vous vous rappelez de l'effet Joule. Donc, dans une résistance, il y a une perte de puissance par effet Joule. C'est-à-dire que l'énergie électrique se transforme en chaleur et c'est proportionnel au courant au carré. La résistance, en fait, c'est la résistance des fils. Si on transporte de l'électricité d'un point A à un point B, on a besoin de fils d'une certaine longueur. Ces fils-là, on a beau les construire gros puis avec un matériau très conducteur, etc., ils ont quand même forcément une résistance. On a essayé de la mettre la plus petite possible, mais il y en a quand même une. Donc, ensuite, on a le courant au carré. Donc, c'est évident qu'on va vouloir transporter l'électricité avec le plus faible courant possible pour avoir le moins dans nos fils, pour avoir le moins de pertes possible par effet Joule. Donc, pour avoir un faible courant, on utilise un transformateur, on élève la tension au maximum, et en élevant la tension, ça diminue le courant. On transporte le courant comme ça, et quand on arrive au point où on veut utiliser l'électricité, donc on a des postes abaisseurs de tension qui vont prendre la très haute tension
c'est 735 kV, donc 735 000 volts, c'est très élevé, et on va l'abaisser à une tension plus faible pour l'acheminer, puis ensuite, il y a plusieurs étapes comme ça jusqu'à nos maisons, et à la fin, on a un dernier transformateur qui va abaisser la tension à celle qu'on va utiliser finalement dans nos maisons. Un autre exemple de l'utilité d'un transformateur, les blocs d'alimentation qu'on utilise pour alimenter toutes sortes d'appareils, comme entre autres l'ordinateur portable sur lequel je travaille présentement. Il y a un bloc d'alimentation comme celui qui est représenté ici. Alors qu'est-ce qui fait ce bloc d'alimentation-là? Il va faire deux choses en fait. La première chose, c'est qu'il va abaisser la tension parce qu'on a 120 volts, puis mon ordinateur, moi, il a besoin de 20 volts pour fonctionner. Donc, il va prendre 120 volts, puis il va transformer à 20 volts. Mais aussi, l'autre affaire qu'il va faire, c'est que mon ordinateur, il a besoin de courant continu pour pouvoir fonctionner. Il ne fonctionne pas en courant alternatif. Donc, on va aussi transformer le courant alternatif en courant continu. Alors, on va voir d'ailleurs comment on va faire pour faire ça. Alors, pour comprendre comment transformer du courant alternatif en courant continu, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une diode. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de comment exactement la diode est fabriquée. C'est fait avec des matériaux semi-conducteurs. Et le but d'une diode, c'est de laisser passer le courant seulement dans un sens. Donc, vous avez le symbole ici. Ça, c'est le symbole électrique d'une diode. Vous voyez, c'est comme une flèche dans le fond. Et pourquoi c'est une flèche? Parce que justement, la diode va laisser passer le courant quand le courant va aller dans cette direction-là. En fait, c'est que une diode, c'est faite avec des couches de semi-conducteurs qui font que les électrons peuvent circuler facilement dans un sens, mais très difficilement dans l'autre sens. Donc, on peut dire que la résistance de la diode est vraiment faible quand le courant veut passer dans un sens, mais sa résistance va être très élevée si le courant veut passer dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si on a un signal alternatif, ici on a une source de courant alternatif. Donc, c'est dessiné ici. Et on fait passer à travers une diode, puis on a aussi une résistance. Si on mesure maintenant la tension aux bornes de la résistance, on va avoir quelque chose comme ceci. C'est-à-dire que quand le courant circule dans une certaine direction, celle-là, ben, il passe complètement à travers la diode. C'est comme si la diode n'avait pas de résistance. Donc, toute la tension est aux bornes de la résistance. On a quelque chose comme ça. Tandis que quand le courant passe dans l'autre sens, quand on est dans le côté négatif, bien là, la résistance de la diode devient très très grande. Et en fait, ça bloque le courant. Alors, au bord de la résistance, on va avoir rien du tout. Donc, on a redressé le courant, c'est-à-dire que maintenant, il circule toujours dans la même direction. Ici, en passant, j'ai remis le symbole de la diode. Puis ici, c'est une vraie photographie d'une diode. Donc, ça ressemble à ça. C'est une espèce de petit cylindre comme ça. Puis le côté qui a une barre argentée, c'est le côté de la pointe de la flèche, si vous voulez. Donc, ce qu'on appelle la cathode. Le courant va donc circuler vers la droite ici dans cette diode-là. Alors, à l'étape où on est rendu, on n'a pas encore tout à fait du courant continu, mais vous commencez à deviner comment on va pouvoir avoir du courant continu. Là, on a du courant au moins qui circule seulement dans une direction, sauf qu'il est encore variable par contre. Maintenant, on peut faire un petit peu mieux encore. On peut utiliser ce qu'on appelle un pont de diode. Donc ici, bon, là ici on a un transformateur. On va en reparler tout à l'heure. D'ailleurs, je ne vous avais pas mentionné jusqu'à maintenant encore le symbole électrique d'un transformateur. Alors, c'est ça le symbole électrique d'un transformateur. Vous avez deux enroulements à chaque côté avec des pointillés. Donc, supposons qu'on a un courant alternatif qui arrive d'un transformateur et on le fait passer à travers ceci. Donc, le carré qui est là, c'est un pont de diode. Alors, imaginez qu'est-ce qui va se passer. Notre appareil est connecté ici. Donc, supposons que le courant circule comme ceci. Il s'en vient là. Il arrive ici, il ne peut pas aller dans cette diode-là parce que ce n'est pas le bon sens, donc il va dans celle-ci. Alors il fait ça, il arrive ici, il ne peut pas aller dans cette diode-là, donc il continue, il passe à travers l'appareil, il s'en vient ici, il s'en vient là, et quand il arrive ici, ben là il a le choix, il pourra aller là ou là. Alors, mais il n'ira pas là parce que c'est de là qu'il arrive, donc la tension est égale. Alors, il ne va pas aller à cette direction-là, donc il va aller ici. Alors, il va passer à travers cette diode-là. Même chose, il ne va pas monter ici parce que c'est la même tension de l'autre côté. Alors, comme il n'y a pas de différence de potentiel, il n'a pas tendance à aller là. Alors, il va plutôt retourner ici, ce qui va compléter le circuit. Alors, vous voyez, quand le courant circule dans cette direction-là, il prend donc ce chemin-là pour compléter le circuit. Supposons maintenant qu'il circule dans l'autre direction. Donc, il s'en vient comme ça ici. Alors, j'arrive ici. Alors, je ne peux pas aller dans cette diode-là. Je passe dans celle-ci. Je
je peux pas aller dans celle-là, donc je m'en vais dans l'appareil. Et là, vous remarquez que je parcours l'appareil exactement dans la même direction que tout à l'heure. Donc, le courant circule encore dans la même direction dans l'appareil. Ensuite, je m'en viens ici et je peux m'en aller comme ça, compléter le circuit. Donc, dans les deux cas, le courant a circulé dans la même direction dans l'appareil. Donc, on va avoir dans l'appareil quelque chose comme ceci. Donc, vous voyez, on a des bosses comme ça. En fait, on a redressé complètement notre sinus. Le sinus est maintenant toujours positif. Maintenant, on peut faire encore mieux. On peut ajouter un condensateur. Alors ici, on a notre pont de diode, notre source de courant qui est là. Puis, on a rajouté en parallèle avec l'appareil, on a rajouté un condensateur. Donc, qu'est-ce que ça va faire, le condensateur? C'est que le condensateur va se charger. Alors, quand le courant commence à monter ici, le condensateur se charge. Et ensuite, là, il va atteindre le maximum, le condensateur va être chargé. Et quand le courant va descendre, mais là, le condensateur qui était chargé, ben lui, il va se mettre à se décharger. Donc, c'est lui qui va fournir le courant qui va aller dans l'appareil. Alors ici, il va se décharger. On aurait une exponentielle. Ça ne paraît pas ici, mais c'est une exponentielle. C'est juste qu'il n'a pas le temps de descendre complètement. Alors, ça descend. Puis après ça, quand la source va revenir ici, ben notre condensateur va se recharger complètement. Quand la source va descendre, le condensateur va se décharger pour fournir le courant. Donc, vous voyez, le condensateur sert de tampon, si vous voulez. Là. Il va se charger, la source va le charger quand la source va être en potentiel positif. Puis par contre, quand la source va descendre, c'est le condensateur qui va se décharger pour fournir ce qui manque à la source. Donc, au bout du compte, ça va donner quelque chose qui est comme ceci. Donc, ça va donner un courant puis une tension qui va être quasi continue. Il y a une petite variation, mais elle est faible. Alors, on revient à l'image précédente pour compléter le circuit complet d'un bloc d'alimentation. La première chose que l'on fait, donc, c'est qu'on utilise un transformateur. Alors, mon bloc d'alimentation, il est dans la prise de courant, donc il y a du 120 volts. En fait, c'est 170 volts d'amplitude. Et on doit descendre la tension parce que je vais avoir du 20 volts DC. Donc, on descend la tension avec le transformateur. Ensuite, on insère notre pont de diode pour redresser le courant comme ça. Et on insère finalement un condensateur. Ici, c'est ce qui me manquerait. Là. En parallèle avec l'appareil, on va avoir notre condensateur. Et avec tout ça, donc, on va pouvoir produire le courant continu que l'on souhaite avec la tension que l'on souhaite. Il y a même moyen, tantôt j'ai montré un seul condensateur, il y a moyen d'affiner encore plus le circuit pour avoir un courant qui est vraiment encore plus continu, donc qui va avoir une droite à peu près horizontale.